Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Stéphane Rossini, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller national valaisan du Parti Socialiste. Je lisais votre site internet. Et alors, il est très drôle, votre site internet. L'un des premiers trucs qu'on voit, c'est une lettre d'insulte qu'on peut cliquer et qu'on peut lire. C'est quoi? C'est du sadomasochisme? Non, c'est pour montrer aux visiteurs de mon site que la politique, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours yaka. Il y a aussi parfois une force émotionnelle assez importante et des gens qui sont pas contents, qui vous le disent assez régulièrement, bien évidemment, dans la rue, dans les bistrots, mais qui vous l'écrivent aussi. Et celle-là, je la trouvais particulièrement piquante parce qu'en fait, il y a un peu tous les ingrédients des insultes qu'on peut formuler à l'égard des élus du peuple, jusqu'à même... Elles sont fleuries, elles sont pas très... Enfin, c'est pas très bas, c'est assez élevé, effectivement. Ça commence par cher Ouistiti, sauf erreur. Cher Ouistiti, mais oui. Ça finit par « je vous souhaite un bon cancer pour que vous quittiez ce monde ». Donc celle-là, elle va assez loin quand même. Elle vous a fait du mal? Vous aviez besoin de la partager pour la dédramatiser? Non, elle ne m'a pas fait plus de mal que tant. Il faut savoir que d'être socialiste dans le canton du Valais, ce n'est pas toujours très facile. Les choses commencent certainement à changer un petit peu, mais j'ai commencé mon engagement au milieu des années 1980. C'était encore un climat assez tendu et je dois dire que dans les générations, peut-être au-delà de 60 ans, il y a quand même une certaine agressivité, pour ne pas dire une certaine haine à l'égard de la gauche valaisanne. Donc certains ont besoin de se défouler de temps en temps. Et je trouve que c'est intéressant aussi de ne pas cacher ce genre de choses, parce que finalement, ça fait partie de la politique. Pourquoi une telle haine, à votre avis? Oh, bien, vous savez, quand on est minoritaire de gauche en Valais, et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, justement, on a tendance... Non, bah, effectivement, c'est ça peut-être le paradoxe, mais en même temps, je dirais la crainte, c'est qu'on mette le doigt sur les vrais problèmes, qu'on mette le doigt sur le copinage, qu'on mette le doigt sur des pratiques plus ou moins discutables. En fait, on empêche un peu les gens de tourner en rond, on met le bâton dans la fourmilière et ça dérange certains. Je dois dire que c'est vrai, moi qui ai fait toutes mes études et qui travaille encore partiellement à Lausanne. L'ouverture du canton de Vaud, elle fait du bien. Le Valais encore du côté politique et de la culture politique, je pense beaucoup à faire pour être un peu plus tolérant et ouvert. C'est vrai qu'en lisant cette lettre, on a l'impression d'être à Naples. C'est la lettre de menace napolitaine, hein, on est quasiment là-dedans. Tout à fait. De la mafia. Tout à fait. La mafia, je ne sais pas. Il existe certainement une mafia dans le tissu économique valaisan, peut-être pas au même sens que la pratique mafieuse de Naples. Elle est moins meurtrière. Elle est certainement moins meurtrière. Ouais. Mais je pense que voilà, il y a un côté réactionnaire, il y a un côté, écoutez, soit vous mettez dans le moule, soit vous cessez de sévir. Ça fait longtemps que je sévis, je n'ai pas l'intention de rentrer dans le moule, parce qu'il y a aussi une partie de la population qui attend des gens comme moi, qu'on porte un certain nombre de problématiques, qu'on ose aller contre le pouvoir dominant, le discours, et qu'on appelle un chat sans forcément faire de cadeaux ou être complaisant. Et ça fait plus de 20 ans que vous le faites, de manière professionnelle ou semi-professionnelle, dans un environnement un peu hostile. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer ? Bon, d'une part, il y a la conviction, c'est-à-dire la conviction politique, les valeurs de solidarité, de justice sociale, de développement économique, solidaire, etc., développement durable. Voilà, ce qui fait un peu la foi d'un socialiste en termes partisans du terme. Et puis, de l'autre côté, je dirais qu'il y a pour moi une chance, c'est celle d'avoir toujours travaillé ailleurs. J'ai fait ma formation à l'Université de Lausanne, j'ai été assistant à l'Uni de Lausanne, à l'IDEA, puis j'ai été professeur associé à l'Uni de Neuchâtel, maintenant la Haute École de Travail Social à Lausanne et à l'Uni de Genève. Donc si vous voulez, ma respiration intellectuelle, elle se fait hors du canton. C'est vache ce que vous dites, il faut sortir du canton pour réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut sortir du canton pour réfléchir. La respiration intellectuelle. Je dis que la respiration intellectuelle hors canton me ressource, me donne l'énergie de mener le combat politique dans le canton du Valais. Je ne vous cache pas, après 6 ans de Grand Conseil, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, en disant, voilà, chaque proposition que je formule, parce qu'elle vient d'un socialiste, elle est refusée, sans même quasiment discuter du fond. J'ai dû porter ça pendant 6 ans. Après, j'ai eu la chance d'être élu à Berne, j'étais relativement jeune. Et puis, voilà, travaillant sur les politiques sanitaires, sociales, fédérales, j'avais, je dirais, une certaine harmonie dans mon combat. Mais par rapport à l'aspect hors canton, il convient de préciser que énormément de Valaisans et de Valaisannes sortent du canton. On sait qu'aujourd'hui, à peu près
peu plus de 3/4 des Valaisannes et Valaisans qui ont un diplôme tertiaire ne rentrent pas au canton pour travailler. Donc je dirais que l'exode des cerveaux en Valais, c'est une vraie réalité. C'est aussi une préoccupation des autorités valaisannes. Et diverses enquêtes ont été réalisées et plusieurs de ces enquêtes arrivent au même résultat, c'est dire les gens n'apprécient pas tellement ces chapes de plomb du mélange politique, économique, de ce contexte assez particulier de Mais c'est copinage. pas en train de changer ça, parce qu'on parle du Silicon Valley, vous en avez entendu parler aussi, Bien cette sorte de évidemment. Silicon Valley, version Sierre. Vous y croyez pas du tout? Ah, j'y crois parce que c'est une chance. J'ai participé en décembre dernier avec beaucoup de joie à la signature de la convention entre l'État du Valais et les PFL, avec plus d'une dizaine de chaires qui seront développées dans le canton du Valais. Je pense que le Valais de l'intelligence, c'est l'avenir de ce canton. Et moi, comme socialiste, aussi comme intellectuel qui vient des milieux scientifiques, je vois là beaucoup d'espoir. Je crois que c'est la voie du Valais de l'ouverture, c'est la voie du Valais de demain. On a eu le Valais du béton. J'espère qu'on ait le Valais de l'intelligence et de l'ouverture pour le prochain siècle. Le prochain Steve Jobs, le prochain Mark Zuckerberg, ils sont valaisans? J'espère qu'ils sont en tout cas suisses romands, qui viennent de l'arc lémanique et qui est cette collaboration entre la Suisse romande. Je dirais que l'arc lémanique se termine dans le canton du Valais, donc il faut qu'on puisse utiliser nos compétences. Et le Valais tout seul, le Valais du repli identitaire, pour moi, c'est un Valais qui n'a aucun espoir. C'est le Valais dans le rétroviseur. Et je crois que ces collaborations, notamment avec les PFL, ça va donner une bouée, un souffle extrêmement important pour la jeunesse du canton et aussi pour son économie. Vous reconnaissiez le faible poids du Parti socialiste en Valais au début de cette interview. Qu'est-ce qu'ils perdent du coup par rapport au canton de Vaud par exemple, où il y a beaucoup plus de socialistes à des postes clés? Alors, en Valais, on a une sociologie assez particulière. On a eu durant, je dirais, tout le développement économique qu'a connu la Suisse et la Suisse romande. Le Valais a un système très particulier. On a un tissu industriel peut-être plus ou moins faible. On a bien sûr l'industrie chimique qui est implantée. On a l'ALU avec l'ancienne entreprise ALU Suisse, etc. Mais en même temps, on avait en Valais cette particularité d'avoir des ouvriers qu'on appelait des ouvriers paysans. C'est-à-dire que les gens étaient salariés dans ces entreprises, ne revendiquaient pas beaucoup, et arrondissaient, si on veut, leur fin de mois par l'agriculture. C'est-à-dire que, mes parents, mon papa travaillait aux eaux minérales d'Appro, ma maman cultivait des milliers de mètres carrés de fraises, de tomates, de framboises, d'abricots. Et papa aidait sur son temps libre. Et voilà. C'était une vie d'enfer. Et donc, c'était une vie d'enfer, mais en même temps, c'est une vie d'enfer qui, sociologiquement et politiquement, si vous voulez, a coupé l'herbe sous les pieds des mouvements de gauche et notamment des syndicats ouvriers qui ont eu beaucoup de peine à s'implanter parce qu'on a peu de revendications. Donc, finalement, le système politique en place s'appuyait aussi sur ce faible esprit de revendication. C'était le Japon de la Suisse, quoi. C'était peut-être le Japon de la Suisse. En tout cas, les gens essayaient de s'en sortir sans avoir trop de problèmes avec le pouvoir dominant. Et ceci explique en partie cela. L'autre élément extrêmement difficile pour la gauche, c'est cet exode des cerveaux que j'ai évoqué tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que... Parce que le cerveau vote à gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, notamment des gens de gauche, qui ne sont jamais rentrés en Valais, qui ont commencé un bout d'action politique et puis qui sont partis professionnellement hors canton. Et cette contrainte économique de s'exiler a aussi, quelque part, amputé la gauche valaisanne d'un certain nombre de personnes qui auraient pu s'engager. Personnellement, j'ai beaucoup pendulé. Je pendule toujours entre le canton de Vaud, Genève, Neuchâtel et le Valais. Quelque part, il faut vraiment y croire pour faire ce double exercice de penduler pour vivre économiquement et puis d'agir politiquement à l'intérieur du canton. Faisons une petite pause intellectuelle. Stéphane Rossini, vous savez que vous avez un homonyme. Alors pas le Stéphane Rossini, mais Rossini. C'est un nom qui est très à la mode depuis quelques semaines maintenant à cause d'un candidat de la télé-réalité. Vous avez suivi cette histoire? Alors, je n'ai pas suivi. Dorian Rossini, ça ne vous dit rien du tout? Ça ne me dit rien, il y en avait d'autres. Le musicien, oui, un égyptologue, évidemment. etc. Alors là, un footballeur. Là, c'est d'une autre classe quand même. Je vais vous montrer un petit extrait vidéo et puis on en parle. Regardez, Dorian Rossini. Voici donc Dorian Rossini. Bonsoir Dorian.
Ah oui, d'accord, il y a du look. Le siège est là. Non, mais déjà, je reste debout, moi. Parce Non, que... mais oui, mais mettez-vous là-bas, autrement on va pas vous voir, donc ça sert à rien. Ah. C'est je bien de reste faire le debout, malin, alors. mais encore, il faut savoir se servir Voilà. de la télé. Asseyez-vous. Ah non, mais je reste debout. D'accord, très bien. bien, Vous avez 21 ans, Voilà, c'est 22. 22 ans, vous êtes DJ. Ouais, producteur, j'ai sorti des albums. Ouais, et en fait, vous dites quoi que vous avez... Attends, Ouais, voilà. Ça va te mettre à l'aise. ça, parce qu'en fait, l'axe caméra, il est là. C'est ça, c'est c'est là qu'on qu'il y a va, la on lumière. va pas donc bien... je vais faire ça. Merci Marc-Emmanuel. Regarde debout ici. Voilà. Merci, t'es parfait. Ah ben, Je devrais bien. te prendre comme Associé. comme aide. Voilà, Dorian Rossini, votre impression sur le personnage? J'avais presque envie de dire qu'il y a une continuité musicale. On avait Oui. Gioacchino Rossini, le compositeur. Oui. Moi, j'ai aussi fait beaucoup de musique. J'ai accompagné, j'ai par exemple payé mes études en dirigeant une fanfare en Valais. Donc voilà, là, il y a une espèce de continuité dans la musique. Bah, On ne sait pas maintenant, si c'est la même qualité que Rossini, Dorian Rossini, mais il y a une pluralité, en tout cas. Il y Voilà a la l'envie. richesse de notre société. ouais. Et je suis très heureux d'apprendre qu'un DJ sévit dans la famille, quelque Mais part. au-delà de la blague, vous qui êtes un vieux politicien, entre guillemets, un politicien expérimenté, qui avez vu le développement médiatique, la modification aussi des médias, du comportement des journalistes, on est à l'ère de la télé-réalité, parfois même de la politique people. Vous avez vu une différence? Vous avez dû vous adapter? Oui, très clairement. Alors très clairement, je pense que je fais partie de cette génération un peu de transition. Quand j'ai commencé mon activité politique en Valais, les débuts des années 90, c'était l'apparition de la radio locale. Donc c'était les tout débuts d'Internet, pas encore d'adresse email quand j'ai commencé à être député. Et puis bien évidemment que dans notre activité, il y a une évolution fondamentale, je veux dire une dynamique énorme qui va se mettre en place, notamment en termes de disponibilité. D'abord, on a des instruments pour faire passer nos idées. Alors ça génère... Qui sont voilà, exigeants en temps aussi. Hein. qui sont exigeantes, effectivement, mais en même temps, c'est une chance parce qu'on peut faire passer un message, on peut débattre, c'est extrêmement intéressant. Et puis, en même temps, ça amène à réorganiser aussi le temps de travail. Et je pense que, sous l'angle, par exemple, des politiciens suisses de milice, que ce soit dans les grands cantons ou au niveau fédéral, on doit maintenant intégrer, je dirais, le temps médiatique dans notre activité professionnelle. Et c'est un pas qu'il faut franchir. C'est surtout Et un la pas capacité aussi. qu'il faut faire reconnaître. Ouais. Qu'il faut faire reconnaître. Et on discutait encore ces jours, Facebook, Twitter, etc. Et les gens disent, bon, ben, est-ce que je fais le pas pour le faire de manière qualitative, cohérente? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Et Il je faudrait un pense que ça assistant, montre en bien. fait, c'est ça que vous nous dites. Non, parce que, enfin, un assistant, on peut toujours avoir des assistants et délégués, bien évidemment, qu'on peut le faire. Mais ça suppose, je dirais, un investissement personnel. La politique, c'est toujours un investissement personnel. Et puis en même temps, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est dire attention. Attention, la politique, ce n'est pas uniquement via l'Internet, la toile, les réseaux sociaux. La politique, c'est aussi en face à face, entre quatre yeux, avec les citoyennes, les citoyens, les électeurs. Raison pour laquelle je dis que ces médias ont changé notre activité, c'est une chance pour nous, mais il faudrait maintenant qu'on puisse aussi faire reconnaître ce temps passé dans notre activité politique. Et puis ça a donné un pouvoir à la jeune génération qui savait particulièrement bien servir de Twitter, de Facebook et qui du coup a acquis une visibilité. Je pense notamment à Valaisan, Philippe Dantermo, qui est devenu une star de la politique essentiellement grâce à Facebook et Twitter. Vous la voyez cette nouvelle génération arriver parce qu'elle vient particulièrement du Valais. Il y en a de nombreux, Grégory Lojean, Philippe Dantermo. Alors ce ne sont pas des politiciens de votre parti, mais il y en a aussi, j'en suis sûr, qui se servent particulièrement bien d'Internet. Oui, alors il y en a partout. Je veux dire, la question c'est aussi le fond. À un moment donné, on peut pas dissocier la forme du fond. Monsieur Nantermo défend particulièrement bien ses idées. Il a une ligne politique très claire. Je pense que c'est quelqu'un qui fait de la politique de manière très intelligente, qui utilise les médias. L'exemple que vous avez évoqué de monsieur Lojean, je dirais c'est plutôt l'imbécilité de ses propositions qui l'ont rendu plus ou moins célèbre, plus que l'utilisation des médias. Mais il y a un électorat pour l'imbécilité. Hein. Alors ça, c'est toute une autre question, mais je pense que certaines personnalités seraient restées plutôt dans l'anonymat si elles avaient été plus ou moins raisonnables. Donc je pense que ce n'est pas uniquement le fait ici du support médiatique. On ne pourra jamais dissocier les deux. Quand on fait de la politique, on défend des valeurs, on défend des
position et le support ne fait pas tout. En 2011, vous défendiez, vous étiez contre le port d'armes, c'était l'un de vos chevaux de bataille. Actuellement, contre quoi vous vous battez, Stéphane Rossini? Parce qu'en plus de ça, vous avez annoncé que c'était vos dernières années en politique, hein. Vous allez bientôt vous retirer, en tout cas c'est ce que vous disiez à Mise au Point, sauf erreur. Donc vos combats actuels vont gentiment être vos derniers combats politiques. Alors, ce ne seront pas mes derniers combats. Effectivement, je suis dans ma 4e période au Conseil national, donc je terminerai en 2015. Je vais par ailleurs présider le Conseil national en 2015. La cerise sur le gâteau, beaucoup terminent avec ça, hein. Ouais, il faut avoir la chance d'être là au bon moment. En tout cas, moi, je vais terminer avec cette présidence. Mes grands combats aujourd'hui sont surtout des combats sociaux. Je préside aussi encore pour 2013 la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique, dans laquelle on a ces grands thèmes de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, de l'assurance invalidité, etc. Donc aujourd'hui, en 2013, 14, 15, mes grands combats seront surtout là. Des combats thématiques, la caisse publique, éventuellement un référendum sur l'assurance invalidité, le développement de l'assurance vieillesse et survivants. Je vais vraiment faire de ces 2-3 dernières années un axe prioritaire pour les combats sociaux. Mais je vais aussi, en 2015, je dirais, mener une présence de président pour donner une autre image du Valais. Un Valais de gauche, un Valais ouvert, un Valais finalement, je dirais, l'image des gens qui pendulent, les gens qui ont un pied en Valais du point de vue culturel, du point de vue de l'identité, mais qui ne sont pas refermés sur la vallée du Rhône, mais qui travaillent un peu partout en Suisse. Ça fera aussi partie de mon activité politique. Un Valais qui rassemble aussi, parce que c'est vrai qu'on connaît aussi le Valais qui peut être très clivant parfois, hein. Alors, le Valais qui rassemble, c'est une des clés. J'ai dit tout à l'heure, le Valais devra jouer la clé de l'intelligence et il doit jouer la clé de l'ouverture. Ça va avec la clé du rassemblement. On ne peut pas, comme l'a fait M. Darbolet à mon égard lorsqu'il s'est agi de voter sur la Lex Weber, je dirais, traiter les gens de traîtres parce qu'on ne partage pas une idée. Oui, c'est vrai, Lex Weber, encore un point qui vous a fâché avec les Valaisans. Je l'avais oublié celui-là, mais c'est pas le moindre. C'est pas le moindre. Je pense que c'était peut-être un des plus pénibles. Un des plus pénibles parce que j'ai vécu une année 2012 assez tendue, harcelée de tous côtés pendant des mois avec cette Lex Weber. Avec des lettres d'insultes qu'on ne voit pas sur votre site internet. Alors celles-là, elles n'y sont pas, mais surtout beaucoup de pression, d'appels anonymes qui ont duré des mois. Donc voilà, bref, c'est pas très important. Ce qui était important pour moi, c'est de dire qu'il y a un Valais qui pense autrement. J'habite à Haute-Nanda, une station touristique qui a passé de 10 000 à près de 25 000 lits. Et j'ai toujours dit à mes collègues, pendant que je vois ce que je vois sous mes fenêtres, je soutiendrai les mesures qui visent à améliorer l'aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu l'initiative de Franz Weber, quand bien même elle n'est pas très bonne et elle pose des problèmes. Bon, on ne va pas terminer sur le point qui fâche. On va se rappeler d'abord que vous voulez incarner un Valais rassembleur, qu'on sera particulièrement attentif lorsque vous serez président du Conseil national. Vous serez un peu l'ambassadeur du Valais, et c'est donc ces valeurs que vous essayerez de promulguer dans toute la Suisse. Tout à fait. Qui plus est, en 2015, le Valais fêtera ses 200 ans de vie commune avec la Confédération. Je pense que c'est un côté symbolique aussi intéressant que ce soit quelqu'un de gauche à la tête du Parlement helvétique lorsque le Valais commémorera ses festivités. Oui, Valais suisse, c'est un vieux couple. C'est normal qu'ils se fâchent, en fait. Ouais, c'est normal. Pas aller au divorce. C'est un vieux couple, c'est normal qu'ils se fâchent. On oublie des fois que le Valais, un historien me l'a répété durant les fêtes de Noël, n'oublie pas que le Valais est entré dans la Confédération à coup de pied au cul. Et c'est assez paradoxal qu'on fête cet événement. Mais aujourd'hui, le Valais fait pleinement partie de la Suisse romande. Tous nos jeunes, pour se former, sortent de ce canton. Tous les Suisses romands, notamment, aiment venir en Valais. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle ère à développer, davantage de reconnaissance des uns et des autres, de mutualité et de fraternité qui sont un peu plus pointues et pas trop de sectarisme. Merci beaucoup, Stéphane Rossini. Merci.